Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vif Média, je suis très ravi d'être avec vous. Nouvelle rubrique, très chers abonnés. Nous lançons une série d'interviews avec différentes personnalités au parcours aussi inspirant qu'atypique. Elles viendront nous raconter leurs différentes expériences, leurs vécus, leurs itinéraires ainsi que leurs passions. Conversation à bâton rompu avec notre premier invité, que je décrirais comme une sorte de pieuvre à plusieurs tentacules parce qu'il est à la fois expert en cybersécurité, entrepreneur, bon lifestyle aussi, il aime bien le PA comme on dit chez nous au pays. Et voilà, il est aussi entrepreneur. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, danseuse du ventre, cracheur de feu, Cédric Anoma. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Super, et toi? Bah ça va, c'est un plaisir de te recevoir. Merci de me recevoir. C'est un honneur d'être là avec toi pour échanger. Tu nous fais rougir là, ça fait un honneur. Je te retourne le compliment, l'honneur est pour moi de te recevoir. D'accord. Merci en tout cas d'être avec nous. Très chers abonnés, je profite de l'occasion en tout cas pour vous demander encore une fois de continuer à liker nos vidéos, participer à nos thématiques en commentaire et surtout à rester vif. Voilà, on va rentrer de plein pied dans notre échange, bâton rompu, donc c'est Ça vraiment un marche. truc chill. C'est comme tu veux, je te suis. Rapidement, je vais te présenter brièvement, mais je souhaiterais que tu le fasses toi-même. Qui est Cédric Anoma? Ah ouais, je pense qu'on n'aura pas assez de temps, je vais essayer de faire tout. Ouais, synthétiser. De faire vite. Anoma Cédric, jeune ivoirien. Je suis à moitié nigérien, ma mère est du Nigeria, mon père est ivoirien. Et oui, jeune ivoirien entrepreneur. J'ai grandi à Abidjan. Zone 4, après Yopougon. Et je travaille aujourd'hui dans la cybersécurité. J'ai eu un parcours assez atypique, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, je suis dans une boîte qui est leader en Afrique francophone dans la cybersécurité. On va en parler. Oh, si tu veux, pas de problème. Je suis passé par l'administration publique, j'ai fait des cabinets ministériels et tout ça. Et aujourd'hui, je suis très très bien dans ce que je fais. J'aime beaucoup la cybersécurité. C'est un domaine d'avenir, d'actualité aussi, avec les données, avec l'IA qui arrive. Donc c'est le moment, quoi. C'est le moment de monter dans le train. Donc tu es au bon endroit. Ouais, j'espère. On ne connaît pas l'avenir, mais en tout cas, pour l'instant, ça sent bon, on va dire. Ok, cool. Ben, en tout cas, il y a quelque chose qui m'intrigue, comme certains abonnés, parce que tout de suite, quand on voit sur tes réseaux, on voit un peu ton lifestyle. Tout à l'heure, tu as évoqué Yopougon. Tu es un enfant de Poy, on dirait pas. Oui, j'ai habité à j'ai commencé à habiter à Yopougon depuis 99-2000. Ok. 99-2000. À la base, on était en zone 4. Donc, j'ai fait mon primaire en zone 4. J'ai commencé au cours Sévigné, la maternelle, cours Sévigné. Après, j'ai été au 7 nains. Je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent. Après les 7 nains, 6e et 5e à Notre-Dame d'Afrique. Ouais. Après, on déménage à Yopougon. Donc, j'étais en 5e. On est en 98, ouais, 98. Donc, je change d'école. Je quitte Notre-Dame d'Afrique. Je vais au lycée municipal d'Atécoubé, Ouais. où ma mère était censeur. Donc, c'était plus facile parce qu'on a déménagé en cours d'année et tout ça. Sans rentrer dans les détails. Donc, je vais là-bas, lycée municipal d'Atécoubé, 5e, 4e, 3e. J'ai mon BPC en 2001. Et je retourne en Afrique à l'internat. Donc, ouais. Donc, Yopougon depuis 97-98. Quand on dirait, en fait, tu es une sorte de personnage un peu hybride. Je suis hybride. Tu es hybride, c'est-à-dire qu'en fait, tu voyages en fait, entre tous ces univers cosmopolites là. Mais Yopougon, ça a été une école. Je pense que j'ai beaucoup appris aussi là-bas, dans cet environnement-là. Ça ouvre les yeux sur pas mal de choses. Comme on dit. Permet de rester lucide, surtout. Oui, comme je dis souvent aux gens, un peu dilué, mais on a appris dans la rue. Tu vois, on a appris la vie dans la rue aussi. Parce que très souvent, en fait, quand les gens le disent, en fait, on dit c'est juste parce que tu veux te donner une posture. Non, tu vois. non, pas du parce tout. Que les gens disent très souvent, ah non, on a gagné dans la rue, est-ce que c'est pas parce que les gens veulent juste fédérer? Non, moi je dis pas que j'ai grandi dans la rue, j'ai dit j'ai appris. Non, j'ai dit en fait l'expression très souvent que les gens disent, ah non, tu vois, comme un peu le faux procès par exemple qu'on fait souvent à Booba, quand il parle par exemple du 9-3. Ouais. C'est un peu ça. Ah non, mais toi, non, t'es un fils d'eux, t'avais même un poney, tout ça. Non, c'est pas. Tu peux être dans un environnement. C'est pour ça que ça m'intéresse en fait. C'est pour ça que tu je peux pose être la à question. Yopougon, tu as un environnement familial assez, assez bien et tout ça. D'accord. Mais dehors, quand tu sors de chez toi, D'accord. tu fais face à une certaine réalité, un certain sûr. environnement. Il y a des gens, il y a de tout. Donc tu apprends. Tu vois beaucoup de choses. Ça t'enrichit aussi. Ouais, ça t'enrichit énormément. Tu vois, ça t'enrichit. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis à l'aise dans tous les milieux. Je peux aller à Bobo, je peux aller à Yopougon, voilà. J'habite à Cocody, mais voilà. Puis je connais pas mal de monde aussi dans tous les quartiers. Parfois, les gens sont étonnés. Je vais dans tel environnement, on me connaît. Je vais dans tel endroit, on me connaît. Et ça aussi, pas que à Abidjan, mais dans tous les pays où je voyage, je connais toujours au moins une personne. Ça, c'est un truc de ouf.
C'est bien. Pourquoi? C'est une belle expérience aussi. Parce que je suis un né grandi. Voilà. Moi, je n'ai pas fait des études à l'étranger à la base. Tu vois, quand j'ai eu mon bac, je suis resté en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce parcours-là et toutes ces écoles, ça fait que j'ai connu beaucoup de gens dans divers milieux. Éclectique. Voilà. Et les gens qui voyagent aussi, j'ai des amis qui sont au Qatar, j'ai des amis qui sont dans tel pays. Donc, ça fait que j'ai toujours une connaissance. Là, on est à Marrakech. Tout à l'heure, avant d'arriver ici, j'étais dans un café avec un ami qui habitait à Port-Boué, qui vit ici à Marrakech aujourd'hui. Tu vois. Donc, bah, cool, super. Tu as fait 11 ans dans l'administration publique ivoirienne, ouais. ok, entre le ministère du Plan et ensuite au ministère de la Défense. Tu as fait tes devoirs. Bah, je t'ai vu passer sur mon LinkedIn. Devoir de journaliste aussi. checker un peu. Ouais, checker un peu pour pouvoir alimenter un peu le béret, tu vois. Oui, oui. Donc voilà, donc entre le ministère du Plan et ensuite le ministère de la Défense, on t'a même surnommé le monsieur cybersécurité du ministère de la Défense. Oh là là. Ouais, c'est l'article de Africa Intelligence. Justement, c'est ça. Ouais. Est-ce que, je veux dire, qu'est-ce que ça fait quand on est à un si jeune âge, on est chargé de la cybersécurité d'un pays comme la Côte d'Ivoire, avec un ministère aussi, attention. aussi stratégique. Attention, je ne suis pas chargé de la cybersécurité d'un pays. Après, je pense que voilà, c'est le jeu de mots. Non, il y a des gens qui sont là on te pour donne ça. Les bons voilà, aujourd'hui, il y a l'ANSSI qui a été créé, qui porte tous les projets cybersécurité. Il y a eu la DITT, tout ça, pardon. Mais une telle responsabilité, moi, j'étais au ministère de la Défense, au cabinet du ministre de la Défense. D'accord. J'étais chargé de suivre tous les projets IT et cybersécurité pour l'armée et la gendarmerie. Et comme tu as dit, oui, j'ai fait 11 ans. J'ai commencé au ministère du Plan, où je travaillais comme chargé d'études sur la planification des projets de développement. Et on travaillait sur le PND, l'élaboration du PND. PND, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Plan national de développement. C'est le document qui intègre tous les projets de développement sur un mandat. Donc, moi, j'ai travaillé sur le premier sur lequel j'ai travaillé, c'était 2013-2015. Non, 2012-2015. J'ai commencé à travailler au plan en 2013. Et quand je suis arrivé, ils étaient déjà en train de finaliser le 2012-2015. Après, j'ai travaillé un peu sur le 2016-2020. Parce qu'il faut savoir que ça part toujours un an après les élections. Donc, 2015 élections, le PND commence 2016-2020. J'ai commencé à travailler un peu sur celui de 2016-2020. Après, je suis parti à la Défense. À la Défense. De ton passage de près d'une décennie dans la fonction publique, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir, comme expérience véritable? C'est très challengeant. Ça te forge aussi. C'est un stéréotype de l'administration, où on parle de lourdeur administrative, tout ça. Ça dépend d'où tu es. D'accord. Dans quelle administration tu es. Si tu es dans une administration où le leader a une certaine vision du travail, ça peut aller vite. Ça dépend. Je ne dis pas que c'est faux ce que tu dis, mais moi j'ai toujours eu des patrons qui étaient vraiment bosseurs, qui étaient carrés, et ça allait vite, quoi. À la Défense, j'ai fait 3 ministres. M. Alain Donvaï, M. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, et j'ai fini avec M. Tene Birahima Ouattara. Ce sont des personnes rigoureuses, des fous de travail, des bosseurs. Et voilà, on voit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui à la Défense. Notre armée a changé et c'est très bien. D'accord. Pour revenir un peu à ton parcours universitaire, à la base, tu fais un MBA en finance. Mais comment est-ce que tu te retrouves en cybersécurité, finalement? Je vais te faire la genèse complète pour que tu puisses comprendre. Comme j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, j'ai eu un parcours très atypique. Quand j'ai eu mon bac, je ne savais pas que je voulais faire cybersécurité. À la base, je voulais faire quoi? À la base, quand j'étais jeune, je voulais être développeur de jeux vidéo. D'accord. Mais j'étais pas loin. C'est pas loin, je te dis, c'est pas loin. Je voulais être développeur de jeux vidéo. Ça, c'était mon rêve. Je voulais être développeur de jeux vidéo. Après, bon, à l'époque où moi j'ai le bac, c'est 2004, on n'a pas forcément les mêmes accès à Internet, aussi, ouais. Les informations pour les orientations. C'est beaucoup plus facile pour les jeunes aujourd'hui. Et surtout, l'offre en termes de formation dans le développement est beaucoup développée en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc moi, en 2004, je fais une préinscription dans une école en France pour partir, faire un cursus d'ingénieur en sciences de l'ingénieur. Donc je suis accepté dans une école. Malheureusement, le visa ne marche pas. Donc un jeune de 18 ans qui vient d'avoir son bac, il a ses projets, ça ne marche pas. Je suis tout désorienté, tu vois. Et il y a un tonton qui me conseille de faire une école qui s'appelle l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Ouais. À Yopougon, justement. À Niangon. Ouais. Où il y a un cursus qui s'appelle
le génie thermique, c'est un peu tout ce qui est électromécanique, mécanique de bateau, machin. Donc j'y vais sans grande conviction. Sans grande conviction, ouais. Voilà, c'est le plan B. Et puis j'y passe 2 ans. Je suis plutôt bon parce que Dieu m'aide un peu avec l'intellect, un peu de concentration. On arrive à bien travailler. Donc, je suis plutôt bon, j'ai des bons résultats, mais je n'aime pas. Et je ne me projette pas, surtout, dans ça. Donc, 2e année, le premier diplôme, il est en 3 ans. 2e année, je demande à mes parents, je dis que je veux quitter. Donc, je quitte et je vais en sciences éco à l'Université de l'Atlantique. D'accord. Donc, je perds 2 ans. Je retourne en première année. D'accord. Il fallait le faire comme choix quand même. Début de signe de résilience. Hein. Si, il fallait le faire quand même. Oui, voilà. Début de signe de résilience mentale. Donc, je vais en première année. Je recommence tout à zéro. Et puis, je suis mon parcours à l'Université de l'Atlantique. Après, je fais l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA. IUA, ouais. Où je finis avec un diplôme en finance, administration des affaires options finance. Bon, après, voilà, un peu de chômage à la maison et tout ça. Et j'ai la chance de... Quand tu fais ton diplôme en finance, je ne coupe pas. Je veux dire, tu ne te dis pas, est-ce que là, tu es encore dans la quête de formation non, pas en fait, je veux dire, est-ce que tu es toujours dans la quête dans la quête de savoir qu'est-ce que je veux vraiment faire, en fait, véritablement? Parce que là, tu sais pas, là, tu fais ton diplôme, tu te dis, bon, ok, je vais commencer avec ça. Moi, en tout cas. D'accord, ok. À ce moment-là, j'avais pas encore je savais pas. Parce que quand je dois t'avouer que quand moi, j'ai eu l'échec sur les études en Europe, j'ai eu vraiment une petite dépression, tu vois. Donc, j'étais plus trop à fond. Voilà. Pas très focus sur ce qui se passait. Voilà, essayer de planifier des choses, essayer de voir une route et puis te dire que... Parce que tu te dis qu'au final, quand tu planifies, ça peut ne pas marcher, tu vois. Donc, je prends les choses comme elles viennent et je finis mon diplôme. Je dis, bon, je vais commencer avec ça. Et puis, un peu de chômage, on est à la maison. Et puis, en 2013, j'intègre la direction générale de la planification et lutte contre la pauvreté au ministère du Plan, qui s'occupe du PND. Donc, une fois là-bas, bien sûr, je ne traite pas de finances, je fais de la planification de projets de développement. Donc, normalement, tu dois te former pour savoir faire ce que tu es en train de faire. Vas-y. Donc là, je fais une formation. Tu t'adaptes, en fait. Ouais, non, je ne me suis pas adapté. J'ai fait une formation. D'accord. Qui a été financée par la direction en question au CAMPC, à l'université de Cocody. Tu vois, c'est le centre d'apprentissage de management pour les cadres, un truc comme ça, j'ai oublié l'acronyme. Ils sont plus en fait dans la formation continue. Formation continue de cadre. Donc, je fais une formation en projet de développement, planification de projet de développement, pour comprendre ce que je suis en train de faire. Tu me suis? Je suis. Et puis, je travaille là-bas pendant 3 ans. Je travaille là-bas. Donc, tu vois, finance, projet de développement. Développement, finalement, voilà. C'est que tu vas graduellement. Là. Voilà. Ouais. Et après, en 2016, je passe au cabinet du ministre de la Défense. De la Défense, ok. Le cabinet du ministre de la Défense. Donc, c'est là que tu es vraiment, on va dire, en contact avec ce que tu veux faire. C'est là que je commence à toucher la cybersécurité et l'IT. Ouais. Pourquoi? Ça va commencer à de la gestion de projets, parce que des projets IT, cybersécurité, pour le développement informatique de l'armée et de la gendarmerie. Tu vois un peu la corrélation? Je vois. Et c'est là que je touche la cybersécurité. Mais je ne connais pas la cybersécurité, je ne connais pas l'IT. Donc, qu'est-ce qui se passe? Formation. Ouais. Ce qui est bien dans l'administration, c'est qu'il y a toujours des formations. Il y a toujours des formations pour il y a toujours des formations. Pour gravir les échelons et surtout pour être aussi au fait de ce que tu fais. Voilà. Si. Donc, première formation en cybersécurité en Suisse. Geneva Center for Security Policy. J'ai fait ma première formation en cybersécurité là-bas, où je touche du doigt. Et puis, je commence à travailler avec mon mentor de l'époque, je le salue, Stéphane Conan, qui est le père de la DITT moderne qu'on connaît aujourd'hui, qui a mis en place plein de technologies, plein de projets en cybersécurité, en IT, en cybercriminalité en Côte d'Ivoire. C'est mon mentor, c'est avec lui que je travaille sur ces projets-là, plein de projets en cybersécurité, en IT. Et puis, D'accord. C'est là que je décide de me spécialiser, de faire de ça ma carrière. D'accord. J'ai une petite question un peu vicieuse. Comment est-ce que, je veux dire, tu participes à toutes ces formations qui te permettent effectivement d'être au cœur de ces différents ministères et finalement tu bifurques vers le privé? T'as formé cadeau, quoi. Arrête. Non. Elle est vicieuse la question. À dessein. On m'a pas formé cadeau. Ben si, on vous forme et puis après. J'ai fait 11 ans quand même de ministre. J'ai fait 11 ans d'administration publique. Non. Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je réponde quoi? Non, on fait ce petit On m'a pas... Bon. J'ai réussi. Non. Et c'est pas la seule formation en plus. Hein.
C'est pas la seule T'as fait formation l'école parce de la que guerre, j'ai fait l'école de guerre économique de Paris, économique aussi. où j'ai fait un MBA en gouvernance et management des management cybersécurité. D'accord. Ça, c'est mon dernier diplôme en cybersécurité. Mais donc, finalement, je veux dire, quand on vient de former une tête aussi pleine, finalement, voilà, c'est pour servir l'État de Côte d'Ivoire, c'est pour finalement devenir peut-être quoi, travailler peut-être à atteindre un ministère Tu aussi. penses que si on m'avait proposé quelque chose, j'allais refuser? Belle question. Donc, voilà, donc, je retourne la question, on t'a rien proposé? Est-ce que tu penses que si on m'avait proposé quelque chose, j'allais refuser? Je retourne la question, on t'a rien J'ai proposé? pas envie de répondre à ta question. Ok, on avait Cédric Arnaud, toi, c'est un réel plaisir en tout cas de parler de ton parcours qui est assez inspirant et assez résilient aussi, on va dire. Merci. Voilà, donc en filigrane, comment dirais-je, de ton parcours, tu as reçu un prix du côté de la cité phocéenne à Marseille. Oui. Parle un peu de ce prix-là. Oh là là, En Marseille. marge du sommet Europe-Afrique. J'étais supporter de Marseille. Ah bon, De t'es l'Olympique de phocéen? Marseille, oui, j'étais Mais ça supporter marche de pas, ça l'Olympique marche de pas, ça marche Marseille. pas Ouais, là, beaucoup, c'est chaud, donc là, c'est chaud, j'ai un peu ouais. backup. Moi, je supporte deux clubs, Chelsea et puis Marseille. Ah ok, d'accord. Mais actuellement, c'est chaud partout. Mais bon, donc ça m'a fait plaisir. Chelsea, finalement, qui le trouve en Conference League, ouais, c'est un peu la loose. Ah, Hein. c'est chaud. Hein. Toi qui aimes le foot. C'est Marcher chaud. aussi avec des herbies, c'est pas terrible. Ouais, donc Marseille, oui, très belle expérience, comme je te dis. Ouais, supporter de Marseille, ça m'a fait plaisir D'arriver sur le Vieux-Port? d'être invité, oui, dans cette ville-là, sur le Vieux-Port. En fait, le prix Young Leader Europe-Afrique est décerné par le magazine La Tribune à des jeunes qui sont démarqués sur une année dans un domaine donné, dans un domaine précis, qui mettent en avant l'excellence des jeunes en Afrique et en Europe. Donc, j'ai eu la chance de recevoir ce prix-là. Par qui? Le président de l'Olympique de Marseille. Ah, C'est fou, hein? Longoria? Oui, bien sûr. Waouh. Tu peux aller voir sur mes réseaux, il m'a remis le prix et tout ça, on a discuté. Donc oui, Marseille, et puis j'ai allé visiter aussi le stade. Je n'ai pas eu la chance de voir un match. De voir un match. Mais comment on se sent quand on est un jeune ivoirien avec tout ce parcours aussi inspirant de se retrouver à un sommet? Un jeune de Yopougon. Un jeune de Poi. Tu m'as volé la question. Comment est-ce qu'un jeu de Poi, un jeu de la place CP1, de la place Figayo, se retrouve dans le Vieux-Port en marge d'un sommet aussi important que celui d'Europe-Afrique et on recevra une telle distinction? Comment on se sent à cet instant? Tu te sens fier de ton parcours. Ça n'a pas été facile tous les jours. Ça n'a pas été vain. Avant le début, je te disais, il y a des choses, moi, il y a 10 ans, 15 ans, je n'aurais jamais imaginé. Tu vois, d'être invité par un magazine français. Moi, on m'a refusé le visa français en 2004. Comment un magazine français m'invite, me remettre un prix? C'est un truc de fou. Si. Et ma mère, elle me dit ça souvent. Cédric, c'est ta revanche sur la vie, quoi. Tu vois. Bien sûr. Et non, fier, le parcours, j'ai cru, voilà, le travail. Au début, c'est pas facile. Quand tu commences à travailler, tu es jeune, on te paye 300 000 francs de francs CFA. Mon premier salaire, c'était 300 000 francs de francs CFA. Mais tu commences avec, quoi. Et puis tu te dis, bon, tu vas gravir les échelons et puis arriver à quelque chose. Aujourd'hui, je vais pas dire mon salaire, mais ça va. On va pas parler du salaire, mais on va parler de la vie payée tout à l'heure. Ça me permet d'avoir une idée. mais ouais, non, mais le parcours pas évident, mais fierté. Après, le chemin est long. Hein. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Tu l'as si bien décliné. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis moi, aujourd'hui, c'est vrai que je travaille pour une multinationale marocaine. C'est bien de voir son talent, reconnu à l'international. En tant que jeune Ivoirien, il n'y a pas... Très rapidement, comment ça se fait, finalement, la transition entre le ministère de la Défense et Data Protect, puisque c'est la société là où tu rencontre Data Protect ou comment ça se fait, la transition? Comment est-ce que tu rencontres les dirigeants de Data Protect? Comment est-ce que ça se fait? Alors, à la base, comme je suis chargé des projets IT et cybersécurité au ministère, moi, je rencontre les dirigeants de Data Protect parce qu'ils veulent prospecter pour vendre des services au ministère de la Défense. Donc, je vais au rendez-vous, je discute avec le CEO, on échange et tout ça, comme toi et moi, on est en train de parler. Et à un moment donné, il me dit, Monsieur Adouma, c'est bien, oui, on parle du ministère de la Défense, mais est-ce que vous ne voulez pas travailler pour Data Protect? Finalement, il te détourne, en fait. Ouais, je pense qu'il a aimé le charisme. Non, il m'a fait une proposition suite à l'échange. Et puis, après négociation, ça a pris du temps. Hein, parce que ce n'est pas évident. Le poste, à la base, était ici, au Maroc, en expat. C'était pas évident, ça a pris du temps, négociation sur les termes, les avantages, les conditions. Et il a réussi à me convaincre. Et comme je dis, on ne m'a pas proposé autre chose. Ça a été difficile de te convaincre?
Ça a été en griffe, tu vois, parce que je quitte Abidjan, je vais dans un autre pays. C'est ma première expatriation. Comme j'ai dit, j'ai jamais vécu à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie par la grâce de Dieu. C'est différent. Hein. C'est très différent. Très différent. Mais j'ai Contrairement à ce que beaucoup jamais, croient. ouais, j'ai jamais eu d'expérience d'expatriation. J'ai pas fait d'études à l'étranger en étant installé dans le pays étranger. La Suisse, c'était des allers-retours. Même mon MBA à Paris, c'était des allers-retours. Donc, j'ai jamais vraiment été installé avec vraiment une carte de séjour d'un pays. C'est la première fois. Mais ils ont mis les conditions, ils ont mis les choses en place pour vraiment me faire venir, quoi. D'accord, cool. Et donc, finalement, ça se passe très bien avec Data Protect. Tu débutes une aventure maghrébine par le royaume chérifien. Comment est-ce que ça se passe, ton intégration? Comme j'ai dit, Data Protect est une très très bonne société. C'est le leader en Afrique, je le répète, le leader en Afrique. Je travaille pour Data Protect, donc il va faire un peu de placement. Donc là, t'es en train de passer la musique. Donc, essaie de faire mousser un peu le truc là. Leader en Afrique en termes de cybersécurité. Et moi, c'est une fierté pour moi de faire partie de cette organisation, franchement. Sur un CV, il n'y a pas mieux en Afrique. Il n'y a pas mieux. Comment ça se passe? Comme je dis, Data Protect a un statut qui permet de recruter des étrangers facilement. Donc moi, je viens, j'ai la carte de séjour assez rapidement. Je suis mis dans les conditions, sécurité sociale, vraiment tout. Tu as vraiment le profil on va dire, de l'expat. Oui, j'ai un profil d'expat, comme tu dis. Vraiment, les conditions, tout est en place, quoi. Ok. Vraiment bien, je suis bien intégré. L'environnement au travail est très bien. Ça se passe bien. C'est bien que tu en aies conscience parce que tu sais que la vie ici au Maroc, c'est pas très évident pour ceux qui. C'est pas évident pour tout le monde. Moi, quand je suis arrivé, j'ai parlé à des gens aussi. J'ai posé des questions. Parce que, effectivement, en fait, ça tombe bien que tu en parles parce que quand tu arrives en fait avec ce statut, ça te permet effectivement de pouvoir avoir accès à toutes ces régularisations assez facilement. Donc, je pense que tu en as pleinement conscience, effectivement, que tu vis dans une place de privilégié. Oui, j'en ai conscience parce que, au-delà de ça, je pose des questions aussi aux gens, aux Africains qui sont ici. Tu vois? Comment ça se passe ici? Comment ça se passe pour toi? Je vois la différence. Je vois la différence. D'accord, ça te permet quand même de rester lucide par rapport à ton environnement. J'ai toujours été lucide dans ma vie, dans tous les endroits, dans tous les postes que j'ai eus, j'ai été lucide, toujours. J'ai gardé les pieds. Et ça vient de Yopougon. Hein. T'as vu? Ça vient de Yopougon. L'élément central revient toujours. Voilà. Le fil rouge est toujours là. Oui, c'est une vraie école. Donc, finalement, quel est ton regard sur... c'est une question, on va dire, un peu, je dirais pas clivance, mais ça l'est un peu. Qu'est-ce que tu penses de l'immigration subsaharienne au Maghreb? C'est une vraie question centrale. Alors, quel type d'immigration? Oui, je veux avoir ton avis là-dessus. L'immigration professionnelle ou ceux qui viennent à l'aventure? Ceux qui viennent à l'aventure. Le problème vient de la base, je pense. C'est un manque d'opportunités à la base dans le pays d'où ils viennent, parce qu'il y a vraiment... tous les pays sont représentés, des Maliens, des Guinéens, des Sénégalais. Par contre, pour les Sénégalais, c'est assez différent parce que j'ai remarqué qu'ils ont un statut un peu privilégié, particulier ici au Maroc. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient. Peut-être c'est lié à la culture, c'est lié aussi certainement à la proximité religieuse aussi. Certainement. Tu crois? Je crois. Okay. Je crois que c'est lié à la proximité religieuse parce que t'imagines, parce que les Sénégalais, par exemple, ici, ils ont le droit de concourir à toutes sortes d'opportunités professionnelles ici. Tu vois, par exemple, j'imagine que dans une agence, si c'est l'heure de la prière, t'imagines que ça se fait facilement parce que, voilà, on est... Les Sénégalais ne sont pas les seuls musulmans en Afrique subsaharienne. C'est vrai, mais après, certainement qu'il y a des liens historiques aussi. Je pense qu'il y a des liens historiques. Des liens historiques, mais pour ma part, je crois fortement que l'élément spirituel joue un rôle prépondérant. Parce que quand tu regardes la liste des documents à fournir pour renouveler ou pour faire une première demande de carte de séjour, il y a un élément essentiel qui est le contrat de travail étranger. Étranger, oui. Parce qu'il faut savoir que en tant qu'étranger, quand tu signes un CD avec une boîte marocaine, il est lié à un contrat de travail étranger qui est attribué par le ministère de l'Emploi, je crois. Du Travail. Du Travail, merci. Et c'est ce CTE-là qui fait foi, tu vois. Dans les documents, c'est bien mentionné, pour les Sénégalais sont exemptés de CTE. Pour la carte de séjour. Tu vois? Donc, ils ont un statut. Moi, je connais, c'est une procédure que je fais depuis une dizaine d'années. Je sais, tu parles un converti. En fait, je te laisse décliner parce que ça permet aussi aux gens de comprendre. Aux gens de comprendre aussi on va dire la subtilité de la vie d'expatrié. Et donc, finalement, tu te plais au Maroc ou pas?
Le Maroc est un pays très, très agréable. Très agréable. En termes de, déjà, cherté, c'est moins cher. Quand tu vas au marché, au supermarché, la nourriture, le quotidien ne coûte rien du tout. Tu fais tes courses à la Médina ou bien tu vas au supermarché? Non, je ne vais pas à la Médina. Mais pourquoi tu vas pas à la Médina? Non, je ne vais pas à la Médina. Dieu fait grâce. Non, et pourtant, tu gagnerais à aller à la Médina. Non. Ça crois-moi bien, tu gagnerais beaucoup à aller à la Médina. J'ai acheté une barquette de fraises à 650 francs CFA la dernière fois. D'accord. C'est 6 000 à Abidjan. Où ça, à la Médina? Non, chez Marjane. Chez Marjane? Oui. Non, mais franchement, écoute-moi, tu gagnerais... Ça coûte encore moins cher à la Médina. Bien sûr. Waouh. Bien sûr. Wow. Bien sûr. Bon, je ne suis pas pâtissier, je ne fais pas de tarte à la fraîche. Non, c'est ça pas... va, les petits fraises à 650. Non, mais là, j'ai l'impression que tu es entré dans bourgeoisie un peu, là. Hein, le sport spirit est en train de partir, là. Hein. Non. Va à la Médina. Pourquoi? Non, c'est pas ça. J'ai pas le temps. Il y a le Marjane juste à côté de chez moi. Je descends, je marche à côté. J'habite juste à côté de Marjane. Je suis à Casa, oui. J'habite à Casa. D'accord. Ok. En tout cas, c'est un réel plaisir de te recevoir. Merci on continue beaucoup, Rico. Notre entretien. On va parler le grand chanteur. Arrête. Je savais que forcément, tu allais arriver sur ce terrain-là. Comment ça? Non, là, aujourd'hui, je suis journaliste. C'est la casquette du journaliste. Donc, voilà, non, tu veux pas qu'on parle. Tu m'as posé des questions. Tu m'as posé des questions intrigantes tout à l'heure. Ok, vas-y, pose tes questions intrigantes, je t'écoute. Mais je trouve que tu chantes très bien. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un des membres du groupe qui joue en live à l'Épicurien. Casino de Marrakech. Casino Marrakech, très 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 bon groupe, franchement. Là, t'es en train de parler de ma deuxième vie, là. Non, mais on parle, on cause. Bien. T'as pas dit pardon non plus, causons. Non, mais il chante bien. Si vous êtes de passage à Marrakech, franchement, passez là-bas. Il n'est pas objectif, c'est mon gars. Il est très très bon. Il n'est pas objectif. Très, très bon. Non, on s'essaye. Tu sais, la musique, c'est... Bref, on parle de toi. Je veux qu'on évoque ton aventure d'Afrique Sneakers. Oui. En 2020, tu lances cette activité de vente en ligne de baskets. Ouais. Je connais l'histoire, mais je veux que tu la racontes pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais avant de répondre à la question, tu es plutôt team LeBron ou bien team Jordan? La question est plutôt facile. Plutôt facile? Non, je pense que c'est une question de génération. Générationnelle. Ouais. C'est une question de génération. Moi, je suis team Jordan. Parce que c'est lui qui nous a fait aimer le basket, c'est lui qui nous a fait rêver. Il démocratise le basket. Oui, c'est une figure internationale. Et puis grâce à lui, même aujourd'hui, c'est comme mon papa, parce que grâce à lui, il gagne un peu d'argent. Bien sûr. Tu te rends compte? Je fais Afrique Sneakers depuis 2020, j'ai vendu une LeBron une seule fois. Waouh. Une seule fois. J'ai vendu une LeBron une seule fois. Et Jordan, j'en vois à l'appel. Et pourtant, on est de la génération LeBron. Oui, mais les gens s'identifient plus en termes de lifestyle. LeBron, ça va plus être performance, tu vois. C'est plus des choses pour jouer au basket. Aujourd'hui, les gens achètent des sneakers. C'est du lifestyle. C'est un article de mode aujourd'hui, la basket. Tu vois. C'est pour ça que la Jordan répond plus à cette niche-là. Bien sûr. Finalement, en fait, à la base, c'est pas un business que tu développes de façon réfléchie, mais c'est en filigrane que tu finis par déployer, en fait. Oui, c'est arrivé. Ça s'est imposé à moi. Donc, comment ça a commencé? 2020, Covid. Moi, je suis chez moi. Je passe mes commandes. Il y a quelques vols. Quand ils ont commencé à ouvrir un peu les vols, il y a quelques vols qui arrivent sur Abidjan. Donc moi, je commande mes chaussures. J'aime bien partager sur les réseaux. Donc quand je reçois une chaussure, je partage. Je montre un peu. J'ai des petits sites un peu cachés en Belgique, en Pologne. J'arrive à trouver des paires assez rares. Et donc j'ai des amis aussi qui aiment bien les baskets. Qui me disent « Ah, mais Cédric, on voit que tu fais venir tes chaussures. Aide-nous à faire venir les paires et tout ça. On a des choses qu'on cherche. » Au début même, je ne faisais pas les commandes pour les gens. Je donnais les sites directement. Ah, si ce site-là, tu peux avoir. Si ce site-là, tu peux avoir. Si ce site-là, tu peux avoir. Mais le problème, c'est qu'il y avait un problème de logistique en 2020. Et les gens me disaient « Ah bon, j'arrive pas. Qui va faire venir pour moi? Ma carte passe pas. Je sais pas où je vais livrer. » Je dis « Bon, ok. Donne-moi ton argent. Je vais commander pour toi et faire venir. » Mais le transport va coûter peut-être 10 000 ou 15 000. Et donc, c'est comme ça au début que je commence à rendre service à mes amis, à mes proches. Et après, tu commences à pratiquer des marches. Comment je commence à pratiquer des marches, c'est que je commence à avoir trop d'appels pour rendre service. Donc, tu nous dis qu'en fait, à la base, c'est pas, on va dire, le projet n'était pas pécunier. C'était pas pécunier. Je rendais service à mes amis en faisant venir leurs chaussures. Mais après, je commençais à avoir beaucoup de demandes de services. Donc, là, le blé t'intéressait pas? Ça m'intéressait pas. Ok. Mais je me suis dit, attends, est-ce qu'il n'y a pas mettre peut-être un petit 10 000, 20 000, 30 000 pour mettre un peu sur moi, tu vois. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, j'ai un ami qui m'a dit non, mais crée ta page, lance le business.
Sean, Olivier Kouadani, je lui fais un coucou aussi. Au début, ceux qui m'ont motivé, ouais, il y a eu Sean, il y a eu Eve et Oura. Des gens qui prenaient des super avec moi au début, comme ça, quoi, tu vois. Et c'est fou parce que j'ai encore mon premier fichier Excel sur mon ordinateur. C'est des vestiges, ça. Ouais, mon premier fichier Excel de commande. Il y a Kevin aussi, je salue. Il y a Tony Santana. Ça, c'est ton groupe de Dondi d'Abidjan. On voit très souvent dans. Non, c'est les mecs fringants qui aiment bien fumer le cigare. En fait c'est le cigare club. Non, c'est pas le cigare. Non, Sean, oui, il fume le cigare. Moi, j'ai arrêté le cigare parce que ça me donne mal à la gorge tout le temps, donc j'ai arrêté. Mais oui, j'ai des amis du club qui prenaient les pères aussi au début. Donc, c'était comme ça, rendre service. Et après, je dis, bon, j'ai pratiqué un peu des petits frais. Après, j'ai structuré, j'ai fait une page, j'ai employé quelqu'un et bon, j'ai formé l'équipe et bon, ça run. Ça run depuis 2020. Aujourd'hui, c'est un bon petit complément de revenu à côté, quoi. Ben, c'est cool. Moi, j'ai essayé de commander là-dessus, mais finalement, la chose que je voulais, finalement, j'ai changé d'avis. C'est pour ça juste que là, j'ai pas encore... changé d'avis. Bon, on t'attend quand tu seras prêt. J'ai changé d'avis. Et puis après, moi, j'ai un problème de pointure aussi. Pourquoi? 46,5. J'ai un vrai problème de pointure aussi. Et très souvent, toi, tes pointures, ça s'arrête à partir de 45. Non, j'ai eu du mal la première fois que j'ai commandé. On va jusqu'à 47 et demi, Mais pensez 48. à nous, Ça dépend de la paire que tu veux. Ça dépend de la paire que tu veux. Il y a des paires, il y a des musiques jusqu'à du 50. Ok. Bah cool. Bah, en tout cas, on continue notre conversation à bâton rompu. On a parlé du spécialiste de l'expert en cybersécurité. On a parlé de l'entrepreneur. Tu as parlé un peu d'Afrique Sneakers, ouais. Oui, on a parlé de quoi l'entrepreneur Afrique Sneakers. Maintenant, on va parler de la vie d'influenceur. Je sais que tu as été coopté parmi les influenceurs lors de la Cannes 2023. Une des meilleures expériences de ma vie. Voilà, vraie expérience de vie, vraie expérience humaine. J'y étais. Je la couvrais en tant que journaliste aussi. Ça, c'est une fierté aussi. Bien sûr. Ça a été une fierté. Moi, c'était un rêve. Hein. C'était un rêve d'enfant. Ouais. Un rêve. Et quand je te parle de rêve d'enfant, c'est vraiment un rêve d'enfant, quoi. Mon rêve, c'était de couvrir une Coupe d'Afrique en tant que journaliste et puis de la couvrir chez moi. T'as été à Abidjan pour la Coupe? Oui, j'étais là. J'étais à Abidjan. Super. J'étais même vu, hein. Ah bon? Oui. On se connaissait pas encore, mais je veux dire, il y a, je pense que lors de la demi-finale, tu étais à 1 mètre de moi. Ah bon? Oui, si, je me rappelle. Demi-finale Congo, RDC. Congo, ouais. Congo RDC. Ouais. Comment ça se passe le processus de recrutement? Parce que les mauvaises langues disaient qu'il y a eu du copinage. Voilà, moi, je me fais le relais. Hein, bon, toi, tu voulais qu'ils prennent qui? Avant de répondre, tu voulais qu'ils prennent non, mais moi, donne-moi des noms je me contente de me faire le relais. ceux qui ont été pris là, viens voir un truc. Je me contente de me faire le relais. Je suis le relais des mauvaises langues. On mais dit, il y a on vous a toujours des parce gens qu'on qui vous ne connaît. sont pas satisfaits. Tu voulais qu'ils prennent qui, en fait? Dis-moi. Objectivement, donne-moi un nom. S'il te plaît. Fais l'effort. Moi, je connais Cyril Kanoma, donc je peux prêcher pour sa chapelle, je le connais. Ah bon, tu veux donc moi, je suis pas d'accord. Tu voulais qu'ils prennent qui? Et donc, c'était quoi les critères? Je sais pas. Moi, je sais pas c'était quoi les critères. Je pense que c'est l'engagement. C'est pas tenté de donner de gré à moud à ceux qui disent qu'il y a le copinage. Engagement. Communauté. Ça, et je suis puis d'accord. pertinence aussi avec l'événement. Il y a des gens qui n'étaient pas retenus au début. Moi, j'ai vu la liste. J'ai dit aux décideurs, voici telle personne, voici telle personne. Jusqu'à aujourd'hui, je recommande toujours des gens pour la création de contenu avec la FIF. Donc, tu as coopté les gens? J'ai coopté des gens, bien sûr, qui n'étaient pas là et que je trouvais question n'est pas mal intentionnée. et que je trouvais pertinent pour la campagne. D'accord. Tu vois? J'ai coopté des gens, j'ai regardé la liste, j'ai dit, Joe, bon, il y a telle personne qui est là, qui est vraiment, voilà, faut essayer de voir. D'accord. Mais moi, on m'a contacté, moi, c'est une fierté. Tu vois, moi, j'aime bien partager, rendre le storytelling, parler des choses sur mes réseaux sociaux. Quand j'ai commencé ça, je me rappelle, quand j'ai commencé ça en 2017, ça m'a fait trop rire avec le recul. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu fais tout ça pourquoi? Tu te rends compte? Tout ce que tu fais là, tu fais ça pour... Aujourd'hui, là, on m'invite à un événement pour que je fasse des stories. On me paye. Frère. Je peux te dire les cachets, ça ne me dérange pas. On me paye 1 million, 1,5 million, 2 millions pour venir faire des stories. Tu te rends compte? Mais est-ce qu'à l'époque, tu avais... J'avais pas cette vision. Est-ce que tu avais... Non, j'avais pas cette vision, mais c'est quelque chose... J'aimais bien faire les stories, partager. Il n'y avait pas de l'ego trip, non? Rien? Non, tu vois, mes stories, c'est beaucoup de motivation, développement personnel, motiver les jeunes. Quel ego trip? Il y a un peu d'ego trip quand même. Je voyage, je fais une story. Quel ego trip?
Non, mais il y a un peu de road trip quand t'es à Bali, quand t'es à Doha, De ne pas poster. quand t'es à Stockholm, De ne pas quand t'es à la poster. Maison Blanche. De ne pas poster. Et que t'es dehors. Mais Toi, justement. tu vas à la Maison Blanche, tu n'as pas fait story. Donc, je De sais, Yopougon je sais, à la Maison Blanche. je sais, je me fais l'avocat du diable. De Yopougon à la Maison Blanche. Non, mais bien sûr, c'est. Tu n'as pas posté. Bien sûr, bien sûr. Excuse-moi. Bien sûr. Il y a combien de personnes qui rentrent à la Maison Blanche? Au contraire, je pense que ça devrait inspirer les gens. Hein. Au contraire. Moi, je ne sais pas comment il fait pour arriver à la Maison Blanche. Ici, là, ici. Raconte un peu brièvement. Non, c'était à la faveur d'un projet cybersécurité D'accord. qu'on est parti. On est parti discuter avec le Cybercommand. C'était Biden à l'époque. On est parti parler avec leurs conseillers, voir comment ils font là-bas. La sécurité comment d'État ils qui est font. chargée de Ouais, tout ce qui est cyber. de tout ce qui est cyber. Très belle expérience. D'accord. Vous êtes à l'aile ouest ou à l'aile est? Alors, il faut savoir que ce dont tu parles, c'est dans le bâtiment principal, où il y a Ok. le bureau ovale et tout ça. Nous, on était dans ce qu'on appelle le Office of the President, Ok. où il y a toute l'administration. Administration, ouais. Voilà. Là où Lewinsky a 3 points de suspension. Bon. J'étais pas là. Ok, donc finalement, très belle aventure humaine. Cannes 2023, ça se solde par un grandissime succès des éléphants en Côte d'Ivoire, même si voilà, je le prends. Mais tu as avec demandé les- comment on m'a choisi. Non, mais justement, mais j'allais y venir. Donc, mais tu dis que c'est ce qu'on appelle la communauté. Oui, c'est ça. Communauté, pertinence, Tu trouves que j'étais pertinent? bien sûr. Je te pose la question. Bien sûr, non, en toute objectivité, je pense que Ouais. tu fais partie quand même. Je pense que tu passes la pointe parce que tu es là, hein, parce que c'était assez titillé depuis que tu es arrivé. En toute objectivité, je pense que tu fais partie quand même aujourd'hui des jeunes qui sont assez pertinents en termes de contenu sur la toile. Alors, en termes de motivation, moi, en fait, je t'ai connu à travers. C'est vrai qu'il y a l'expérience Afrique, c'est comme ça que je te découvre. Mais en fait, c'est de fil en aiguille, finalement, quand je regarde tes contenus, que finalement, je découvre le motivateur. Celui en fait qui parle de son parcours résilient, qui exhorte la jeunesse en tout cas à avoir une certaine vie de qualité aussi. Donc si, je pense que voilà, je ne fais pas la fine bouche parce que tu es là, mais je crois quand même que tu mérites d'être parmi les gens qui ont été cooptés. Sauf que voilà, je pose la question parce que voilà, c'est mon rôle de journaliste Oui, aussi. tu aimes bien la polémique, c'est bien. Non, tu c'est veux, pas la tu veux qu'on polémique, en fait. commente. Tu veux que les Non, gens non, commentent. non, Mais non, c'est non, bien, c'est pas la commentez, polémique. commentez. Dites-nous, est-ce que vous trouvez que c'était un choix pertinent? Non, mais justement, c'est une très de belle nous question. Je prendre regarde la comme caméra. ambassadeur? Bon, c'est vrai que la canne est passée. Hein, je ne parle pas des gens de la communauté de Cédric parce qu'eux, ils viendront lui passer la pommade, c'est sûr. Je parle des gens qui ne connaissent pas Cédric, qui l'ont découvert à travers la liste des influenceurs qui ont été choisis. On referme la parenthèse parce que la première, il n'aime pas trop. Non, mais la canne, très très belle expérience. Tu sais, on regardait les cannes à la télé. À la télé. Une canne déjà en Côte d'Ivoire, c'était top. Ta première canne que tu as regardée, c'était quand? Ma première canne, je vais me rappeler parce que j'ai pleuré lors d'une égalisation. Tac, 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 tac. Alors, je me rappelle brièvement de 92. Ok. J'avais 6 ans. Sénégal. 96 en Afrique du Sud. Afrique je me du Sud, rappelle Djogo. brièvement On sort au aussi. premier tour. Ouais. 98. L'une des équipes les plus lamentables des 98, Côte d'Ivoire, Namibie, tu te rappelles? Namibie, je me rappelle. te rappelles? 4-3. Voilà, le 4-3. 4-3. On Moi, marche. je- On mène voilà. 3-0. Ils reviennent 3-3. C'est Diabaté qui Diabaté qui marque le marque quatrième frappe but, de ouais. loin. Tu te Frappe de rappelles? loin. Frappe de loin aussi. J'étais en train de regarder ça à avec Bobo mon du père, Lasso. avec mon père dans la chambre des parents. Et après, à un moment, quand il y avait... c'était un peu chaud, je suis allé dans ma chambre pour aller prier. D'accord. Tu te rends compte? J'avais même pas 15 ans. Hein. 98, j'avais quoi? 98, La fibre de 12 l'éléphant ans. tout de suite. Oui. Donc je reviens, le gars il marque. Je commence à pleurer. Mon papa dit, mais y a quoi? Pourquoi tu pleures? T'as allé prier, non? Papa. Non, donc ouais, premier gros souvenir. Mais après 92, on était petits. On se rappelle brièvement, nous on habitait en zone 4 sur le boulevard. Giscard d'Estaing, je ne sais plus le nouveau nom. Parce que tu sais que les rues ont changé, les noms des rues ont changé en Côte d'Ivoire. Ouais. Et donc je me rappelle de la parade des éléphants. Des éléphants. Des éléphants. Donc non, fierté. La canne en Côte d'Ivoire, c'était bien. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de voyager pour aller regarder une canne dans un autre pays. Donc c'était vraiment ma première canne en live. Et puis en plus, je suis ambassadeur. Au cœur de J'ai l'événement. les accès, je Tu es en rentre immersion. partout. Non, c'était top. Franchement, c'était top. Il Bah, n'y a rien à dire. Vraiment, Et puis faut en le plus, vivre. on a gagné. Waouh. Bien sûr, tu as vu Cyril sur le Ouais. gâteau. Mais vraiment, faut le vivre. Faut le vivre. Non, c'était une très très belle Comme je disais expérience tout à de l'heure, moi c'était vraiment un rêve d'enfant, un rêve de gosse. vie. D'abord de vivre une canne parce que passionné de foot. Ouais. Et surtout aussi la commenter. C'est-à-dire la commenter, la vivre Ouais. d'un point de vue professionnel. Ça, c'était vraiment le Graal. En Côte d'Ivoire en plus. Donc là, vraiment, là, on était, Et tu te rends compte que là, la prochaine canne, c'est au Maroc. En plus, les éléphants vont jouer à Marrakech. À Marrakech. Toi, tu vis à Marrakech. je suis à Marrakech. Tu viens. Tu vois, je serai là, Inch'Allah. Il faut que tu Dieu sois nous là. donne longue vie. On doit faire de bons contenus. Ouais, on va essayer de faire. On fait de très bons On va contenus. essayer d'avoir des accréditations On essaiera. pour être à côté des éléphants. Cette fois, on verra les Qui critères. les gens qui seront retenus.
On va voir si tu vas compter. Ah, non, c'était top. Non, franchement, moi, la création de contenu, c'est tout bénef, quoi. C'est du ludique, en plus. Et ça, être ambassadeur, en plus, tu as été payé, tu es bien, Bien sûr, ouais, si, tu si. as des accès. Les accès, Même si on m'avait dit de faire ça gratuitement, j'allais le faire. bien sûr, je pense Ouais. que c'est plus un honneur qu'autre chose. Ouais. D'être parmi les personnes qui seront en immersion d'un tel événement. Ouais. Moi, je suis à Marrakech, mais pour rien au monde, j'aurais raté cet événement. En Ouais. plus, Ouais. quand divers magazines m'ont coopté, parce que moi, j'y étais en tant qu'indépendant, Super. quand divers magazines m'ont coopté pour aller relater l'événement sur place, bon, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Quoi. Donc, voilà, très très belle expérience en somme. Et puis, encore une fois, on sort victorieux. Qu'est-ce que tu penses voilà, ça me permet aussi de revenir sur un truc. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'équipe de Faye? Parce que la dernière fois, tu as dit, j'ai parlé fort. Ah, toi, tu as parlé fort la dernière fois. C'est vrai que, bon, toi, tu as parlé des binationaux, de la gestion des binationaux et pourquoi on Entre s'en va autres. chercher des joueurs. Entre autres. Ouais. Parce que notre formation Elle est pas bonne. est défaillante. Ton avis là-dessus? Pour l'instant, on gagne. Mais il faut qu'il essaie de revoir les choses parce qu'on gagne sur le fil. Je sais pas, j'ai remarqué les dernières victoires, c'est un peu sur le fil. C'est un peu chaud, mais on gagne. Est-ce que à terme, ça va le faire? Est-ce que même la prochaine CAN, on pourra faire un bon résultat? Il faut qu'il essaie de voir. Parce que comme je dis aujourd'hui, sans la dingra, tu vois, à l'heure, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Il faut qu'il essaie de voir. Bon, je pense qu'il va essayer de faire des choix. Et puis, En fait, moi, mon propos, par rapport au beau jeu, je me dis, le beau jeu ne garantit pas forcément la victoire. Moi, Mais avec- moi, j'ai pas besoin d'un beau jeu. Je veux que ce Non, soit justement, non, solide, qu'on soit rassuré qu'on voit l'équipe Non, si, jouer. si, Mais si, c'est pour un voir- peu chaud. Pour avoir vraiment une équipe championne d'Afrique qui joue. Ouais, Voilà. bien sûr. Mais moi, en fait, je vais dire mon argumentaire sur le beau jeu. C'est que le beau jeu ne te garantit pas que tu vas gagner un match, c'est sûr. Mais le beau jeu t'en rapproche. Le beau jeu te donne les ingrédients Toi, pour tu veux pouvoir arriver à toi, tu veux qu'on ait le beau jeu. Non, non, non. Le truc, en fait, ça, c'est un vrai débat. C'est un débat de puristes. OK? Je veux dire, l'équipe de Johan Cruyff des années 92, je parle de la Dream Team, avec le Koeman, les Guardiola, les Sergi, comment dirais-je, la grande génération de Romario et autres, Stoïkov. C'était la Dream Team. Elle jouait bien. Elle a gagné une seule Coupe d'Europe en 92. Je veux dire que, au-delà du fait de bien jouer, je suis d'accord avec toi qu'il faut gagner les titres. Je suis d'accord. Maintenant, quand tu me demandes, est-ce que je préfère qu'on joue, parce que je vois ta question, tu préfères qu'on joue bien qu'on perde? C'est ça la question. Non. On a eu des époques où on jouait bien. Oui, il y a des époques où on jouait On bien. a En rien 94, gagné. par exemple, On a rien avec gagné. Aspezac. Oui. On a été une meilleure équipe, on n'a pas gagné. Mais je veux dire que tu te donnes beaucoup de chances de gagner quand tu joues bien. La génération dorée jouait bien. Ils n'ont rien gagné. Bah, il y a d'autres ingrédients aussi. Ouais. Il n'y a pas seulement il y a pas seulement le talent. Le talent seulement ne suffit pas. Tout à l'heure, même ton parcours, il est évocateur. Tu parlais aussi de se former. Tu as eu à faire des formations. Donc, tu avais le talent, tu avais la matière grise, mais tu t'es formé. Donc, je veux dire que le talent seulement ne suffisait pas. Tu avais de grosses personnalités dans les vestiaires. Il y avait des clans. Aujourd'hui, on peut en parler. Il y avait Je des pense qu'il y a clans. encore des clans en équipe de. Mais Côte les clans, d'Ivoire. il y en aura toujours. Quand tu prends le Real Madrid, au mise au vert, là, les Brésiliens s'asseyent entre eux. Eux, ils sont communautaristes, c'est pas pareil. Non, les Français s'asseyent entre eux aussi. Barrière de la langue aussi. Pas oublier. Non, mais en fait, je pense que C'est portugais et français, c'est pas, Mais je pense que c'est c'est pas plus, anglais. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est plus par proximité aussi. Toi et moi, on se retrouve aujourd'hui au Milan, si on s'assoit ensemble, parce qu'on parle louchi. Voilà, parce que voilà, je veux dire, on a un substrat social qu'on a, voilà, on a ça en commun. Tu comprends? Donc c'est normal. Les clans, il y en aura toujours. Mais c'est quand les clans finalement finissent par galvauder la mission. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu Il vois? faut qu'on soit unis autour de la mission. Quels que soient les clans, Quel que soit. quel que soit ce qu'on pense de l'autre. Mais quand tu es L'objectif, il est quand tu es le même. devant le but, tu peux pas marquer, tu fais la passe. Si l'autre est mieux placé. Et ça, c'est ça qui nous a fatigués. Bien sûr. l'équipe de Côte Et chaque d'Ivoire. fois, et je ne sais pas si tu as remarqué, chaque fois que les éléphants ont gagné une Coupe d'Afrique, 92, 2015, 2023, ce facteur a été déterminant. Ils étaient unis. Tu comprends? Autour de la cause. Je me rappelle d'une phrase de Drogba dans un documentaire qui disait, on parlait de sa concurrence avec Hernan Crespo, l'Argentin, et puis Andrei Shevchenko, l'Ukrainien. Il disait, parfois le mec, il arrive le matin au training ground, il te dit pas bonjour, hein. Il te salue pas. Par exemple, moi j'ai appris, par exemple, on dit pas un gars comme Balak, on m'a dit qu'il a un comportement, il a un comportement de chien, ce mec. On m'a dit qu'il est très arrogant, il disait bonjour à personne au sein d'entraînement. Mais Drogba dit, le mec ne te dit pas bonjour. Mais le dimanche là, on gagne. Et puis la première la même pour tout le monde. Ouais. Tu vois, je me rappelle très bien de cette phrase-là. Donc, pour revenir en fait au cœur de ce qu'on disait, jouer bien, ça ne suffit pas. C'est vrai, je suis d'accord. Mais ça te permet de pouvoir t'approcher
vers la victoire. C'est indéniable. Tu comprends? Donc là, comme on parle de football, toi, tu m'as dit que tu supportais Chelsea, Marseille. Chelsea et Marseille, ouais. Toi, tu supportes pas, j'ai cru que tu supportais le Real, non? T'es pas madrilène? Actuellement, je suis sympathisant du Real Madrid. Sympathisant parce que bon, c'est un peu chaud à Chelsea et puis d'accord, à Marseille. Donc, comme le Real gagne un peu là, des fois on prend un peu de joie de victoire. Donc, ça dépend des saisons en fait. Ouais. Mais pour parler de Chelsea, il y a une très belle expérience aussi. J'ai eu la chance d'aller à Londres voir un match à Stamford Bridge. Sans honte. Quand je suis arrivé devant le Stamford Bridge, j'ai commencé à pleurer. Ah oui. T'es émotif, hein, toi? J'ai commencé à pleurer. Pas. Non, tu sais, c'est la vie, le parcours, frère. Si. Tu sais, quand tu arrives à Stamford Bridge, déjà, tu sais, pour arriver à Londres, tu sais comment on fait pour arriver à Londres en tant qu'Ivoirien? La procédure de visa est trop compliquée. Ouais, si c'est pas l'Union Européenne, là. C'est trop compliqué. Il y a un statut particulier. Ouais. Donc, tu fais ton truc, tu arrives à Londres. Tu arrives à avoir des sous pour acheter ton ticket et tout ça, pour aller... Quand j'arrive devant le stade, il y a plein de choses. J'ai vu plein de choses dans ma tête. Comment ça pleurer? Ah, qui te revenait. Toi, tu dis émotif, tu vois, c'est la vie. Non, je sais, je te pique. La vie. Je te pique. La vie n'est pas facile. Non, mais je sais, je te pique. Mais en plus, c'est mon club de cœur et tout. T'as commencé à supporter Chelsea à partir de Drogba ou bien avant? Drogba. Drogba, ok. Ouais. Marseille aussi, à partir de qui? Marseille, c'est ma mémé qui m'a fait aimer Marseille parce qu'elle est supportrice de Marseille depuis. Donc, c'est avec elle que je regardais le foot aussi. Je suppose que c'est l'époque Bouli, Wade, l'époque de Papin, tout ça. Papin, ouais. Carlos Moser. Enfin, on va dire la grande époque de Tapi. Ouais, la grande époque de Tapi, effectivement. Donc, c'est avec elle que j'ai commencé à être sympathisant et supporter de Marseille. Et puis, voilà. Moi, je ne devrais pas le dire, mais bon, je suis supporter de Real Madrid. Moi, c'est chaud. Comment tu vois le match retour? Waouh. Ça, c'est tout un livre. Non, après si tu veux vraiment mon avis en tant que merengue, je dirais, moi, je souhaite qu'il ne se qualifie pas pour tout reprendre à zéro l'année prochaine. C'est mon souhait. Parce que pour moi, les remontadas des années précédentes sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que le Real, c'est vrai qu'en dépit des titres qu'on a engrangés, j'ai toujours dit que c'est un club qui devait revoir un peu ses fonds baptismaux parce qu'il y a beaucoup de postes qui sont en chantier. Le poste de latéral droit, par exemple. Même en défense centrale. Quand tu prends un gars, qui est titulaire à droite? À droite, c'est Cavaral, il est blessé. Mais qui joue? C'est Vasquez. Et puis parfois, il y a Valverde qui dépanne. Donc quand depuis 5-6 ans, depuis Zidane, hein, t'imagines, Valverde, il dépanne. À la base, Valverde, il est droit. Il n'est pas latéral droit. Parfois, je vois les gens tombent là-dessus quand il joue les matchs et parfois il fait de mauvais matchs. La presse le fracasse. Mais non, mais le mec, il n'est pas latéral droit. Donc, il y a plusieurs postes qui sont chantiers. Alexander Arnold. Je pense que c'est quasiment fait parce qu'il n'a pas réussi à Liverpool. Ils vont l'avoir gratuit. Je pense que c'est la politique de Pérez depuis un certain moment. C'est-à-dire que l'acquisition de certains joueurs fait un contrat, finalement, qui viennent sans débourser de gros sous, sans frais. Et puis voilà, il faut juste mettre un bon salaire. Voilà, un bon salaire, une vraie prime à la signature, et puis ça va. Je pense que c'est sa politique. Mais cette politique, elle a marché depuis 5 ans. Bien. Oui, mais avec très souvent des joueurs qui arrivent parfois en fin de cycle. Tu prends Alaba, tu prends Rudiger, ok? Non, Rudiger vous a permis de gagner. Oui, c'est vrai, mais il n'était pas fini. Hein. Il n'est pas fini, Rudiger, je sais. Là, je vois le blues qui parle. Je vois le blues qui parle. Ça m'a fait mal quand il est parti. Après, la politique, elle a marché parce que ça fait qu'en termes de sous, on a dépensé moins. Mais aujourd'hui, là, on voit que la politique est en train de s'affaisser. Parce que là, tu vois qu'aujourd'hui, avec les blessures à répétition, il faut recruter. Donc moi, vraiment, pour répondre vraiment à ta question, mon souhait, c'est qu'on ne se qualifie pas. Après, si on se qualifie, tant mieux. Mais mon souhait, vraiment, c'est qu'on ne se qualifie pas pour vraiment se remettre en cause. Pour recruter des joueurs. Bon, c'est vraiment mon avis là-dessus. On va parler un peu de musique, très rapidement avant de terminer. Je sais que tu as une playlist, parce que parfois, je suis tes réseaux. Tu as une playlist qui est, on va dire, qui est un peu éclectique. Tu écoutes un peu de tout. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du rap ivoire? Il manque à se concentrer. Il manque à se concentrer. Tu as sorti un coup. C'est quoi ces clashs et tout? C'est vrai que ça fait mousser la chose. Mais après, ils font de belles choses. Didi B a sorti un double album récemment. J'ai écouté, c'est pas mal. Tu as Imra aussi. Après, tu as tout l'écosystème autour. Franchement, actuellement, c'est le fer de lance de la musique ivoirienne. Bien sûr, bien sûr. Mais tu as toujours le Zouglou, notre Zouglou. Qu'on aime tant, national. T'adores le Zouglou, toi? Ah, j'adore le Zouglou. Notre Zouglou national qui est là, qui n'est pas... Qui n'est jamais mort. Qui ne va jamais mourir. Qui ne peut pas mourir, non? Qui ne va jamais mourir. C'est une identité culturelle, frère.
Elle C'est se une réinvente. vraie identité. Mais- C'est mais- pas mais- la musique de quelque part qu'on a Non. pris pour adapter. C'est quelque chose de chez nous. C'est sûr. ivoirien pour les Ivoiriens et ça va toujours exister, ça va toujours cartonner. J'ai fait une chronique là-dessus à propos aller la voir. Hein. J'ai parlé du Zouglou. Mais le rap ivoire, c'est bien, c'est le fait de le couper décalé. Malheureusement, c'est en train de mourir. Ils font. Je sais Perso, pas. moi, je ne suis pas très fan. Tu n'étais pas fan? Non. Ça a eu son temps. On a quand même dansé. Non, on a dansé, mais après, On a quand même dansé. tiens, le coupé décalé a eu ses phases. Moi j'étais plus, on va dire, les aficionados de la première heure. Doug Saga, Lilo Versace, Christy B, la Dream Team. Là, on a dansé là-dessus, tu vois. Et puis, je veux dire, c'est vrai qu'en dépit des messages véhiculés, parfois qui pouvaient être clivants, Ouais. hein, c'est selon. Mais je veux dire, on était aussi dans un contexte particulier, hein, voilà, avec la guerre et tout ça. Moi, je suis un peu, je vais dire, adepte de la première heure. Après, perso, moi, je les ai perdus. On dira peut-être que c'est le choc des générations. Est-ce qu'actuellement, il y a des sons coupés décalés qui sortent? Moi, personnellement, c'est pas que je demande, à partir de la deuxième génération, après ceux qui viennent te citer là, moi, je les ai perdus. Je n'ai pas écouté. Parce que finalement, si on peut plus, si on doit finalement faire des doubles, des triples pirouettes pour danser, ça sert à rien, c'est se casser le cou. Ouais. Enfin, pardon, se briser le cou, ça sert à quoi. Donc, Ouais. moi, je les ai perdus. Donc, pour revenir au rap ivoire, actuellement, il y a le sujet qui défraie la chronique à Abidjan. Je m'en voudrais de ne pas en parler. C'est vrai que j'aime pas poser la question de façon, je vais dire de façon triviale, juste parce qu'on veut susciter le débat. On parle d'Ima et puis d'IDB. Moi, je trouve que c'est trop puéril comme façon de poser la question. Mais toi, si tu as... C'est vrai que voilà, tu n'as pas la science infuse, mais qu'est-ce que tu pourrais dire de ces deux-là? Alors, Didi B, il fait ce qu'il fait depuis plusieurs années. Il est confirmé en tant que talent, en tant que fer de lance du rap ivoire chez nous. C'est quelqu'un qui est structuré aussi. Il a une bonne équipe autour de lui. Il fait les choses bien. Il travaille de façon professionnelle, tu vois. Peut-être que c'est ce qui fait la différence avec nos gars du coupé décalé ou parfois du zouglou pour certains. Mais je trouve que ces jeunes-là, vraiment, ils mettent du professionnalisme dans leur activité. Après, Imra, il a son public. Aujourd'hui, il cartonne. Il faut qu'il aussi mette du professionnalisme pour que ça dure dans le temps. Il ne faut pas que ce soit juste, comme on dit, un feu de paille, un succès éphémère qui ne va pas durer. S'inscrire dans la durée. Voilà, il doit s'inscrire dans la durée. Pour s'inscrire dans la durée, tu dois te structurer. Ouais. Avoir une vision, savoir où tu veux aller et puis y aller, quoi. Malheureusement, il y en a un troisième que j'apprécie énormément. J'imagine qui est c'est mon qui? bon petit, comme on dit, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est un peu à l'écart actuellement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'espère qu'il va Qui essayer. suspect 95? Non? Je savais. J'espère qu'il va essayer j'espère qu'il va revenir. Moi, j'ai rien compris. Il a beaucoup de talent aussi. Moi, j'ai rien Vraiment, compris. je l'adore, quoi. Avec son album, il fait un super album conceptuel. Ok? Moi, je l'adore, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Société suspecte. Je comprends pas la com qu'il y a derrière. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec sa maison de disque? J'ai rien compris. Tu as des éléments là-dessus? Je sais pas. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, tout ce que je lui souhaite, c'est de revenir. Parce qu'il a le talent et il faut qu'il revienne, quoi. On a besoin de lui. Vraiment, c'est tout le On a monde que besoin je de veux lui. souhaiter parce que franchement, Tu vois? c'est une vraie valeur ajoutée Et à cette musique-là. Et il y en a un autre. Il y a quelqu'un d'autre, j'ai oublié. Ouais, la Team PA. Tu penses que c'est la Team PA? Je pense qu'on a la Team PA. Ouais. Toi, tu me poses la question, tu veux que les gens viennent me fracasser sur les réseaux. Hein, non, tu sais, Parce que Doupi a fait un feat avec Didi B sur l'album de Didi B. T'as écouté? non, oui, je l'ai écouté brièvement. Je suis même en train de préparer une chronique là-dessus. Donc on attend la chronique. La Team PA, si tu veux mon avis, j'aime mieux le mot, ils ont surfé sur la vague de la Cannes. Mais j'ai dit dans une de mes interventions sur mon média vif, j'ai dit qu'il fallait qu'ils se professionnalisent. Parce que comme je dis, là, l'effet de groupe, le capital sympathie, ouais, ils ont de belles gueules, ils sont joviales, ils mettent de l'ambiance, ça ne va pas suffire. Quand on fait une carrière professionnelle, il faut apprendre à chanter. Un chanteur, ça chante. C'est ce que je dis toujours, un chanteur, ça chante. Donc si tu ne chantes pas, pour moi, en tout cas, peut-être que c'est le chanteur qui te parle, mais j'ai pas de respect pour ceux qui sont artistes, qui se targuent d'être chanteurs, qui ne chantent pas. Je suis très dur avec ça. Voilà. Et peut-être que c'est peut-être le fait que je chante aussi qui fait ça. Ouais. Voilà. Après, c'est une question de carrière aussi. Bon, eux, ils ont dit faire carrière. Bon, c'est plus un hobby qu'autre chose. Mais voilà, qu'est-ce que je pense d'Atim Pia? Je pense qu'ils doivent se professionnaliser. S'ils veulent vraiment faire carrière dans la musique, hein. Parce que là, ton groupe, c'est bien, faire des cris, c'est bien, faire, des trucs, comme on dit là, des chai pour ambiancer, c'est bien. Mais à un moment donné, si on fait une vraie carrière musicale,
Il faut vraiment voilà, se poser quoi, pour faire une vraie carrière. Il faut chanter. Si on veut rapper, il faut rapper. Si tu veux faire du slam, il faut slammer. Si tu veux écrire des textes, tu écris. En tout cas, il faut vraiment être dans la dynamique artistique. Oui. Voilà. Il faut sortir de, comment dirais-je, de l'ambiance. Ah, on va dire s'ambiancer. Non, il faut faire vraiment une carrière. Il faut apprendre à chanter. Il faut faire vraiment de la musique. Ça, c'est ce que vraiment je peux dire qu'on c'est la Team PA. On va finir avec Cédric Anoma. Ça tombe bien, transition tout trouvé. Cédric Anoma est le PA. Et le PA. Et le PA. On voit vraiment sur tes réseaux que tu es à fond, dans le lifestyle. On voit vraiment que tu croques la vie à pleines dents. Il y a une Menzamoni qui me dit, mais ton gars, il aime PA, hein? Regarde, c'est simple. Quand tu travailles beaucoup, faut équilibrer. C'est tout. Je suis d'accord. Moi, je profite de la vie parce que je travaille beaucoup. La D'accord. pression du travail, tu la décharges en profitant, en passant de bons moments. Complètement. Bon, c'est tout. C'est Complètement. pas que... Et puis, je fais quoi? Tu sais, moi, je suis pas un gars, je fais pas des bouteilles de millions et tout dans les boîtes de nuit. Hier, tu m'as croisé, tu m'as vu devant une bouteille. C'est croisé où, J'avais là? un petit verre, j'étais en train de t'écouter, tu chantais bien. C'était croisé où, ça? C'était croisé où? Oh. Quand tu as fini de chanter, j'ai écrit Erico, tu étais content. J'avais pas de bouteille. Tu dis PA, j'aime PA, mais quand tu as chanté, j'ai appelé Erico, c'est bien Erico. Mon petit Non, verre, si c'est vrai, non, non, c'est juste que. T'avais juste un petit C'est shot, juste que quand tu travailles, faut quand même équilibrer, il faut te faire Si, plaisir. il faut c'est déstresser tout. quand même. Faut déstresser. Si. Faut déstresser. Et en plus, j'imagine avec le boulot que tu fais, cybersécurité, ça doit vraiment pas être simple. C'est pas simple, il y a Comme beaucoup de activité, pression. beaucoup de pression, ouais, donc, ouais, T'as vraiment, je suppose que c'est des métiers où on n'a vraiment pas droit à l'erreur, quoi. Donc vraiment, non, je comprends parfaitement, Ouais. je comprends. Parce que s'il y a un problème, c'est toi qui es responsable. Quoi. Alors Cédric Anoma, tu as aimé notre entretien, qu'est-ce que tu veux, C'était top, franchement. tu top. veux dire pour la fin? Bah, continue, bonne chance pour la suite. Merci. C'est un honneur d'être là en Partagé. premier. J'espère que les gens ont apprécié notre échange. J'espère aussi. Ce qu'on a dit. Moi, tu sais, quand je fais mes interviews, je suis toujours naturel. Je Merci. ne mets pas de masque. C'est ce que Je ne pas de j'apprécie me chez faire toi. passer pour quelqu'un qui Non, ne non, suis si, pas. c'est ce que j'apprécie. En fait, tu es le même en off, Voilà. comme là maintenant. Voilà, Si, ça, créer des histoires. je peux attester, si, je peux attester. Tu t'inventes pas une vie. Vraiment, je ne m'invente pas une vie. Ouais. Contrairement à ce que les gens pensent, moi, je Non, m'invente pas une mais vie. moi, si, je peux Les témoigner. gens qui m'observent de loin pensent que je suis gonflé, arrogant, que je m'invente une vie, alors que pas du tout. Non, honnêtement. Pas du tout. Et voilà, donc J'en atteste, j'en atteste. j'espère que les gens ont apprécié ça. J'espère aussi. Et puis, En tout cas, merci. merci beaucoup. Merci à d'avoir toi. partagé, en tout cas, ces moments, ce parcours de vie avec nous. Merci en tout cas d'être la personnalité inspirante que tu es pour la jeunesse. Merci. Je te souhaite plein de succès. Et puis, j'espère qu'en tout cas, tu reviendras sur ton plateau. Et on va encore décliner sur d'autres thématiques. Avec plaisir. En tout cas, merci. Merci à vous, très chers abonnés. Ça a été un réel plaisir, en tout cas, d'être resté avec vous. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à commenter, de vous abonner et à partager nos vidéos. Merci et restez vifs. Bye. Au revoir.